Si demain matin tu perds tout, qu'est-ce qu'il reste de toi? Pas théoriquement. Pas dans 5 ans, je reconstruirai. Je te demande, dans la seconde où le chiffre disparaît, où le compte tombe à zéro, où l'héritage s'évapore, qui es-tu? Parce que si ta réponse contient le moindre mot lié à l'argent, alors tu n'es pas libre. Tu es en location. Bienvenue dans le souffle stoïque. Aujourd'hui, on va parler d'un tabou. Pas de la pauvreté, pas de la richesse, de l'attachement. Et je vais te démontrer quelque chose de dérangeant. Les personnes les moins libres financièrement ne sont pas celles qui ont le moins d'argent. Ce sont celles qui y tiennent le plus fort. Accroche-toi. Je t'explique. Commençons par la première partie, l'illusion du plus tard. On va commencer par une expérience de pensée. Appelons-la l'échelle des seuils. À 20 ans, tu te dis, quand j'aurai 10 000 € de côté, je serai serein. Tu obtiens 10 000. Une semaine plus tard, c'est devenu normal. Tu te dis, non, le vrai seuil, c'est 50 000. Tu obtiens 50 000. Tu te dis, 50, c'est bien, mais avec 100 000, là, je dors tranquille. Tu obtiens 100 000. Maintenant, tu compares à ton collègue qui a 200 000. Tu te dis, je ne suis pas à l'abri d'un accident. Le seuil recule toujours. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas le montant. Le problème, c'est le mécanisme. En psychologie, ça s'appelle l'hédonisme adaptatif appliqué à la sécurité. Ton cerveau normalise toute amélioration en moins de 2 semaines. Ce qui t'affolait hier devient ton nouveau zéro aujourd'hui. Résultat, tu échanges ton temps, la seule ressource que tu ne récupéreras jamais, contre un chiffre qui ne te rassasie pas. Tu deviens un étranger pour tes propres enfants et un spectateur de ta propre existence. Tout ça pour une tranquillité qui reste une illusion. On ne construit pas sa paix sur des sacrifices qui nous vident de notre âme. Voici la première vérité dérangeante. L'argent ne résout pas l'insécurité. Il la change de forme. Quand tu es pauvre, tu as peur de ne pas payer le loyer. Quand tu es riche, tu as peur de perdre ton statut, de te faire arnaquer, de rétrograder. La peur reste. L'objet change. Deuxième partie, le grand malentendu de la liberté financière. Aujourd'hui, on vend un rêve. Deviens financièrement indépendant et tu feras ce que tu veux. Les livres, les influenceurs, les méthodes miracles, tout le monde promet la délivrance par l'accumulation. Mais regardons de plus près la définition de liberté financière selon ces gourous. C'est quand tes revenus passifs couvrent tes dépenses. Traduction, tu as assez d'argent pour ne plus avoir à travailler. Sauf que ça n'a rien à voir avec la liberté. Ça s'appelle l'oisiveté sécurisée. Ce n'est pas pareil. Un retraité millionnaire peut être prisonnier de ses habitudes, de ses peurs, de son confort. Un jeune précaire peut être libre intérieurement parce qu'il sait qu'il se débrouille avec rien. La liberté financière, si on veut être précis, ce n'est pas une question de montant. C'est une question de marge de manœuvre psychologique. Je te donne une définition plus juste, inspirée du stoïcisme et vérifiée par la psychologie. La liberté financière, c'est la capacité de dire non à de l'argent quand l'alternative protège ton âme. Non à une mission qui te tue à petit feu mais paie bien. Non à un investissement douteux parce que tout le monde le fait. Non à un proche qui te manipule financièrement. Non à la course au toujours plus. Celui qui ne peut pas dire non à de l'argent est son esclave. Même avec un compte à 7 chiffres. C'est Épictète qui le disait il y a 2000 ans. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Traduction crue, ce qui te rend anxieux avec l'argent, ce n'est pas l'argent, c'est le sens que tu lui donnes. Troisième partie. Le 3. En un stoïque. Désir, peur, jugement. Pour comprendre pourquoi l'attachement à l'argent rend malade, il faut démonter 3 ressorts psychologiques. 1. Le désir insatiable. Ton cerveau est câblé pour vouloir plus. C'est utile pour survivre dans la savane. Mais dans une économie de marché, ce câblage devient une drogue. Chaque euro gagné libère un peu de dopamine. Sauf qu'avec le temps, il t'en faut plus pour le même pic. Résultat, tu ne gagnes pas pour être libre. Tu gagnes pour ressentir un mini-shoot de plaisir. Et ce shoot te pousse au shoot suivant. L'argent devient une fin, pas un moyen. Le piège est tellement doux qu'on ne le voit pas. I2. La peur de manquer, la FOMO financière. À l'inverse, la peur de régresser, de ne pas suivre, de devoir dire « je n'ai pas les moyens ».
Cette peur te fait accepter l'inacceptable, rester dans un couple toxique parce que la séparation coûte cher, garder un patron humiliant parce que la prime de Noël est bonne, investir dans des trucs que tu ne comprends pas parce que tout le monde le fait. La peur t'enlève la liberté de choisir. Et ça, l'argent ne peut pas l'acheter. Crois, le jugement de valeur, le plus vicieux, c'est le plus profond. Tu as appris depuis l'enfance qu'un homme réussi gagne bien sa vie, qu'une femme indépendante n'a besoin de personne financièrement. Tu as lié ta valeur humaine à ton solde. Alors quand ton compte baisse, tu ne te dis pas « mes affaires sont moins bonnes ce mois-ci ». Tu te dis « je suis nul, je ne vaux rien ». Ce court-circuit est désastreux, parce que du coup, tu ne peux plus toucher à l'argent sans toucher à ton estime de toi. L'argent devient ta deuxième peau, et toute variation devient une blessure. Quatrième partie. Le détachement, mais pas celui que tu crois. Quand je parle de détachement de l'argent, les gens entendent souvent deux contresens qu'il faut défoncer immédiatement. Contresens numéro 1, détachement. Je m'en fous, je ne gagne plus rien. Faux. Le stoïcisme n'est pas le cynisme antique, ceux qui vivaient comme des chiens dans des tonneaux. Les stoïciens étaient des hommes d'action. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome. Marc Aurèle était empereur. Il gérait des fortunes colossales. La différence, ils ne croyaient pas que leur valeur résidait dans leur coffre. L'argent était un instrument, comme une jambe de bois pour un blessé, utile, pratique, pas indispensable. Contresens numéro 2, détachement, dit « je dois souffrir, me priver, être austère ». Non plus. Le détachement stoïque n'est pas une privation, c'est une non-dépendance. Je donne une image, tu aimes ton lit, il est confortable, mais tu peux dormir par terre une nuit sans pleurer. Tu n'es pas dépendant de ton lit, tu l'aimes, tu ne l'adores pas. Le rapport sain à l'argent, c'est celui-là, utile, agréable, mais pas vital pour ton équilibre mental. Alors à quoi ressemble le détachement actif? Tu calcules tes dépenses, mais tu ne rumines pas chaque centime. Tu gères tes investissements, mais tu ne les surveilles pas toutes les heures. Tu acceptes les opportunités qui se présentent, mais tu refuses celles qui exigent de trahir tes valeurs. Tu perds de l'argent, ça t'embête un jour, pas une semaine. C'est ça le seuil de liberté, la durée entre la perte et le retour au calme. Plus elle est courte, plus tu es libre. Cinquième partie. Métaphore centrale. Le jardin et la pluie. Prenons une métaphore forte pour ancrer tout ça. Imagine que ta vie financière est un jardin. Tu plantes des graines, tu travailles, tu épargnes, tu arroses, tu investis, tu désherbes, tu évites les dépenses inutiles. Mais la pluie, tu ne la contrôles pas. Un orage peut tout noyer. Une sécheresse peut tout brûler. L'attitude classique, celle du non-libre, c'est de supplier la pluie, de regarder le ciel toute la journée en hurlant « Tombe, tombe, tombe !» ou « Ne tombe pas si tu vas tout détruire ». L'attitude stoïque, celle du libre, c'est « Je plante, j'arrose, je fais de mon mieux. Et si l'orage vient, j'apprends à cultiver autre chose, ailleurs ou plus tard. » La différence n'est pas dans l'action, elle est dans la réaction à l'incertitude. Le non-libre vit dans la peur permanente de l'orage. Il consacre une énergie folle à éviter l'imprévu. Couverture, assurance, plan B, plan C, stress, insomnie. Le libre, lui, anticipe l'orage. Il sait qu'il viendra un jour ou l'autre. Il ne le craint pas, il le prépare mentalement. Et quand il arrive, il dit « Ah, voilà, je savais. Maintenant quoi ?» Cette acceptation sereine du risque, c'est le socle de la vraie liberté financière. Sixième partie. Pourquoi le pauvre est parfois plus libre que le riche? C'est un tabou, mais il faut le dire. Dans certaines conditions, une personne avec très peu d'argent peut être plus libre qu'un multimillionnaire. Preuve par l'exemple. Julie, 35 ans, 20 000 € d'économie, vit dans un petit appartement qu'elle loue. Elle bosse comme freelance. Si elle perd ses 3 clients demain, elle a 3 mois de survie. Elle le sait. Elle l'accepte. Elle a déjà vécu avec 400 € par mois quand elle était étudiante. Elle sait qu'elle retombera sur ses pieds. Elle ne regarde pas son compte tous les jours. Elle se dit « L'argent vient, l'argent repart. Moi, je reste. » Bertrand, 52 ans, 1,2 million d'euros de patrimoine, une maison payée, 2 voitures.
Il vérifie ses comptes 4 fois par jour. Il a peur des impôts, des successions, des crises. Il refuse d'inviter ses amis au restaurant parce que ça fait monter le budget. Il a calculé sa retraite à 63 ans précis, pas un jour avant, sinon ce n'est pas rentable. Il ruminait. Il compare son voisin plus riche. Il est épuisé. Qui est libre? Julie fait ce qu'elle veut, tant qu'elle respecte son petit budget. Elle dort bien. Elle sourit. Bertrand a tout, mais il est gardien de sa propre prison. Il ne profite de rien. Il a peur de l'avenir alors que son présent est confortable. Le problème de Bertrand n'est pas son argent. Le problème, c'est son boulot intérieur. C'est son dialogue mental. Il a confondu avoir et être. Le stoïcisme est impitoyable là-dessus. Il n'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire plus. Sénèque, tu peux avoir 1 million. Si tu veux 2 millions, tu es pauvre. Tu peux avoir 2000 euros. Si tu n'en veux pas davantage pour être heureux, tu es riche. La frontière est là, pas sur les comptes, dans la tête. 7e partie, le vrai nom de la liberté financière, la souveraineté intérieure. Maintenant, je vais te donner la formule exacte. Ce n'est pas une formule magique. C'est une définition chirurgicale. La liberté financière, MASH, ressources, besoins. X. 1. Attachement. Oui, c'est mathématique, mais lisible. Si tu augmentes tes ressources, tu gagnes plus. Ou si tu diminues tes besoins, tu dépenses moins, tu souhaites moins. Et si tu diminues ton attachement, tu arrêtes de lier ta valeur à l'argent. Tu deviens plus libre. Mais la beauté de l'équation, c'est que l'attachement est un multiplicateur inversé. Plus tu es attaché, plus ton score de liberté chute, même avec beaucoup de ressources. Autrement dit, un mec ultra attaché avec 500 000 euros peut être moins libre qu'un mec non attaché avec 30 000 euros. Ça, les banquiers ne te le diront jamais. Les coachs financiers non plus. Parce qu'ils te vendent du plus de ressources, pas du moins d'attachement. Pourtant, c'est la clé. Alors, comment on désarme l'attachement? Comment on devient souverain? 3 pratiques stoïques concrètes. Oh. L'inventaire des peurs. Tu prends un papier, tu écris. De quoi aurais-je peur si je perdais 90% de mon argent demain? Tu listes la honte, la peur de l'avenir, le regard des autres, la perte de liberté de mouvement. Puis, à côté de chaque peur, tu écris « Et alors ?» La honte, et alors? Ceux qui me jugent sur l'argent ne méritent pas mon temps. L'avenir, et alors? J'ai déjà survécu à des galères. Je recommencerai. Le regard des autres, et alors? Leur regard ne paie pas mes factures, ni ne soigne mon âme. Cet exercice dégonfle les peurs. Il les rend ridicules. 2. La pratique de l'indifférence sélective. Chaque jour, pendant 1 heure, fais comme si ton argent n'existait pas. Ne consulte pas ton compte. Ne calcule pas. Ne compare pas. Vice. Rien que ça. Tu verras que le monde continue de tourner. Tu verras que ton café a le même goût. Tu verras que tes enfants rient en pareil. Ça prouve à ton cerveau que l'argent n'est pas l'air que tu respires. 3. Le tri entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Chaque soir, avant de dormir, demande-toi: ai-je fait ce qui était en mon pouvoir pour améliorer ma situation? Travailler, apprendre, épargner intelligemment. Ai-je ruminé sur ce que je ne contrôle pas? L'inflation, le marché, l'héritage que je n'ai pas eu. Si la réponse au 2e point est oui, tu as perdu ta souveraineté aujourd'hui. Demain, tu feras mieux. Ces 3 pratiques, simples et gratuites, transforment ton rapport à l'argent en 6 mois. Je te le garantis. 8e partie, les 3 mensonges qu'on t'a injectés sur l'argent et le stoïcisme les démonte. Il faut qu'on parle des croyances qu'on t'a enfoncées dans le crâne depuis l'enfance. Parce que ce ne sont pas des vérités, ce sont des conditionnements. Mensonge numéro 1. Plus tu as d'argent, plus tu es en sécurité. Vérifions. Bernard Madoff avait des milliards. Il a tout perdu. Sécurité? Non. L'argent ne donne pas la sécurité. Il donne une illusion de sécurité. La vraie sécurité, c'est la capacité à rebondir. Et ça ne s'achète pas. L'argent peut disparaître. Ta résilience, non. Mensonge numéro 2. L'argent va régler tous tes problèmes. L'argent règle les problèmes d'argent.
Mais il ne règle pas les problèmes de couple, de sens, de santé mentale, d'isolement, de peur de la mort. Regarde les milliardaires dépressifs. Regarde les stars ruinées par leurs addictions. L'argent amplifie ce qui est déjà là. Si tu es anxieux, tu seras un anxieux riche. Si tu es généreux, tu seras un généreux riche. L'argent est un accélérateur, pas un solutionneur magique. Mensonge numéro 3, vouloir moins, c'est être un perdant. Ah, celui-là est puissant. La société glorifie le désir. La publicité entretient la frustration. On te dit, si tu ne veux pas la dernière voiture, le dernier téléphone, la plus grosse maison, tu as abandonné. Non. Vouloir moins, c'est être plus difficile à manœuvrer. C'est un super pouvoir. Celui qui désire peu est invincible, parce qu'on ne peut pas le faire chanter avec des choses. Il ne court pas après des mirages. Il ne signe pas des contrats indignes. Il ne supporte pas l'insupportable pour une prime. C'est le paradoxe ultime. Plus tu as de désir, plus tu es pauvre intérieurement. Moins tu as de désir, plus tu es riche. Le riche, ce n'est pas celui qui a tout. C'est celui qui n'a besoin de presque rien. Voilà le renversement total du discours marketing. 9e partie, le test définitif, le réveil à 0. On va faire quelque chose d'un peu brutal, mais nécessaire. Fermez les yeux si vous voulez. Pause courte. Rouvrez. Je vais vous guider. Imaginez qu'il est 7 heures du matin. Vous prenez votre téléphone. Vous ouvrez l'application de votre banque. Il reste 0,00 €. Toutes vos économies ont disparu. Arnaque, crack, saisie, peu importe. Il n'y a plus rien. Vous vous levez. Vous allez dans la salle de bain. Vous vous regardez dans le miroir. Que voyez-vous? Si vous voyez un humain détruit, qui ne sait plus qui il est, qui ne voit aucun avenir, alors vous n'êtes pas propriétaire de votre argent. Vous êtes son locataire et il peut vous expulser à tout moment. Si vous voyez un être fâché, oui. Déçu, oui. Inquiet, peut-être. Mais avec les mêmes bras, les mêmes jambes, la même intelligence, les mêmes relations, la même dignité qu'hier, alors vous êtes libre. Parce que vous savez que vous avez déjà recommencé. Parce que vous savez que le chiffre n'est pas vous. Ce test n'est pas un exercice morbide. C'est un diagnostic. Il révèle instantanément ton niveau d'attachement. Essaye ce soir, sincèrement, et regarde ta réaction intérieure. C'est le miroir le plus fidèle que tu puisses avoir. Si la réponse te fait peur, c'est une bonne nouvelle. Parce que maintenant, tu sais sur quoi travailler. 10e partie, comment le détachement rend mieux avec l'argent, le vrai secret. Et c'est là que le discours devient presque ironique, voire provoquant. Quand tu es détaché de l'argent, tu gères mieux l'argent. Expliquons pourquoi. Premier effet, tu ne fais plus de choix par désespoir. La personne désespérée accepte n'importe quelle affaire, n'importe quel investissement, n'importe quel prêt. Elle signe ce qu'on lui tend. Elle panique à la première baisse et vend au plus bas. La personne détachée, elle, prend son temps. Elle dit non. Elle attend. Elle négocie sans trembler. Et dans le monde de la finance et des affaires, celui qui n'a pas peur de perdre gagne sur le long terme. Deuxième effet, tu dépenses mieux. L'attachement crée 2 pathologies, la radinerie maladive, peur de dépenser, et la dépense compulsive, besoin de combler un vide. Les 2 font perdre de l'argent inutilement. Le détachement, lui, te permet de dépenser avec conscience. Ceci a de la valeur pour moi, alors je le prends, sans culpabilité. Ceci n'en a pas, alors je passe, sans frustration. Tu cesses de dépenser pour le regard des autres. Tu arrêtes d'acheter des émotions. Tu achètes des utilités et des joies réelles. Économies énormes à la clé. 3e effet, tu attires mieux. C'est presque mystique, mais psychologiquement solide. Quand tu n'as pas l'énergie du besoin, les gens te font plus confiance. Les clients sentent que tu ne les supplieras pas. Les employeurs sentent que tu n'accepteras pas n'importe quoi. Les associés sentent que tu es stable. Le besoin repousse, la sérénité attire. C'est mécanique. Conclusion presque absurde. Moins tu as besoin d'argent, plus l'argent vient à toi. Parce que tu cesses de faire les gestes qui le repoussent. Désespoir, radinerie, anxiété. 11e partie, l'histoire des 2 commerçants, fable stoïque moderne. Laisse-moi te raconter une histoire. Elle est courte, mais elle dit tout. Il y avait 2 commerçants dans la même rue. Le premier, Paul, avait ouvert une petite librairie. Il adorait les livres.
Il vivait simplement. Il se levait heureux chaque matin. Il ne vérifiait sa caisse qu'une fois par semaine. Si les ventes baissaient, il fermait plus tôt et allait se promener. Il se disait « J'ai assez pour manger ce mois-ci. Le reste, c'est du bonus ». Le second, Richard, avait la librairie d'à côté. Plus grande, plus de stock. Richard arrêtait les gens dans la rue. Il faisait des promotions agressives. Il vérifiait son chiffre toutes les heures. La nuit, il refaisait ses comptes. Quand les ventes baissaient, il ne dormait pas. Un jour, une crise économique est arrivée. La rue s'est vidée. Paul a dit « Tant pis, je vais vendre des livres sur le marché en ligne, moins cher. Si ça ne marche pas, j'irai jardiner et je dépenserai moins. » Il était calme. Richard a fait une crise d'angoisse. Il a emprunté de l'argent à des taux élevés pour tenir. Il s'est endetté. Il a accusé ses employés. Il a vieilli de 10 ans en 6 mois. À la fin de la crise, Paul avait un petit pécule et le moral intact. Richard avait perdu son magasin, sa santé et presque sa famille. La différence, pas l'intelligence, pas le travail, pas le capital de départ. La différence, c'est que Paul n'avait jamais besoin que le commerce marche pour être bien. Richard sait, Paul était détaché. Et c'est exactement pour ça qu'il a traversé la tempête. Richard était attaché. Et c'est exactement pour ça qu'il a coulé. Ce n'est pas une métaphore. C'est une loi psychologique. L'attachement augmente le risque de tout perdre parce qu'il brouille le jugement au moment critique. Conclusion. Revenons à notre question de départ. Faut-il être détaché de l'argent pour être vraiment financièrement libre? La réponse est oui, mais attention, pas n'importe quel détachement. Ce n'est pas celui du pauvre qui a renoncé avant de se battre. Ce n'est pas celui du riche qui méprise l'argent parce qu'il en a trop. Ce n'est pas celui du moine qui fuit le monde. C'est le détachement du pilote. Le pilote ne contrôle pas les turbulences. Il ne contrôle pas la météo. Mais il ne panique pas non plus. Il regarde ses instruments. Il agit. Et si l'avion doit se cracher, il sort son parachute sans trembler parce qu'il a préparé cette éventualité. Le pilote sait que l'appareil n'est pas lui. L'appareil, c'est l'argent. Lui, c'est sa capacité à s'adapter. Alors, être financièrement libre, ce n'est pas avoir un compte en banque qui te met à l'abri de tout. C'est avoir un mental qui te met à l'abri de l'effondrement quand le compte tremble. C'est savoir que tu peux perdre ta maison, mais pas ta dignité. Perdre ton emploi, mais pas ta créativité. Perdre tes placements, mais pas ton intelligence de situation. Le reste, ce ne sont que des chiffres. Toi, tu es un être vivant, résilient, imprévisible. Et tant que tu respires, tu as une capacité d'action que l'argent ne peut ni acheter ni détruire. C'est ça, la vraie liberté financière. C'est ça, le souffle stoïque. Voilà, je ne te demande pas d'être d'accord avec moi. Je te pose une question bien plus personnelle, bien plus intéressante. Et je veux que tu prennes 1 minute pour répondre, franchement, dans les commentaires. Voici la question. Imaginez que ton argent soit devenu une certitude absolue, un socle qui ne peut plus bouger. Qu'est-ce que tu t'autoriserais enfin à vivre? On court souvent après la survie, mais qu'est-ce que tu ferais si tu commençais enfin à exister? Pas besoin de donner un montant. Juste ce geste, cette dépense, ce voyage, ce cadeau, que tu retiens parce que tu as peur. Vas-y, dis-le. Ça nous libère tous. Et si aujourd'hui, ce que tu viens d'entendre résonne en toi plus qu'un simple conseil, si tu sens qu'il y a autre chose à construire que des comptes remplis, alors abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Pas pour moi, pour toi. Pour t'asseoir chaque semaine avec une idée qui te rend un peu plus invincible. On se retrouve ici, même endroit, même souffle.